Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le dimanche 18 mai et voici le sommaire. L'actualité sportive d'abord avec de la Formule 1 en Émilie-Romagne, du football, du volley, du basket et du rugby. Le week-end a été mouvementé pour les équipes monégasques. Nous reviendrons sur tous les résultats avant de vous faire découvrir la passerelle Fontvieille, un ouvrage de 35 mètres qui devrait permettre de diminuer le trafic routier intramuros. Vous entendrez Isabelle Béraud-Amadei, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a participé à la 134e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'Annie Eastwood, ambassadeur de Monaco en Italie. Elle était aux côtés du souverain cette semaine à Irsina et à Pompéi. Et puis nous pousserons les portes du musée d'anthropologie, ouverte au public exceptionnellement de nuit hier soir à l'occasion de la nuit européenne des musées. Avant de développer ces titres, nous souhaitions vous partager ces images qui nous viennent de Rome, où 10 jours après son élection, le pape Léon XIV a débuté son pontificat ce matin en présidant la messe inaugurale sur la place Saint-Pierre. Tout comme des milliers de fidèles, de nombreux chefs d'État et des têtes couronnées y ont assisté, dont leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II et la princesse Charlène. Tous ont pu saluer le souverain pontife à l'issue de son homélie. Un peu plus tôt, le pape s'est livré à son premier bain de foule sur la place Saint-Pierre, un exercice très apprécié de son prédécesseur François. En bref, les résultats sportifs du week-end plutôt compliqués pour Monaco et on commence ce tour d'horizon par de la Formule 1 en Émilie-Romagne où Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé respectivement 6e et 4e sur le circuit d'Imola. Une belle remontée par rapport à leur position de départ. C'est Max Verstappen de l'écurie Red Bull qui a remporté le Grand Prix, 7e étape du championnat du monde. Les monoplaces seront la semaine prochaine sur le circuit monégasque, un Grand Prix que nous diffuserons en direct à partir de 14h15 dimanche. En football, les hommes d'Adultère ont encaissé une lourde défaite sur la pelouse du RC Lens pour la dernière journée de Ligue 1. 4-0, ce n'était pas le résultat espéré, mais les Monégasques finissent malgré tout cette saison à la 3e place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions la saison prochaine. À Paris, pas de doublé pour les joueuses de l'AS Monaco Volleyball. Romans-sur-Isère a décroché le titre de championne de France de National 2 cet après-midi à la suite d'une finale à suspense. Les Monégasques menaient 2-7-0 avant de se faire renverser 3-7-2. En basket, la Roca Team termine la saison régulière de Betclic Elite à la 3e place suite à sa défaite à Chalon, 90-65. L'équipe est quand même qualifiée directement pour les playoffs. En attendant, cap sur Abu Dhabi et le Final Four d'Euroleague vendredi prochain. Nos envoyés spéciaux y seront également. Du côté de l'équipe féminine, le MBA s'est incliné 80-73 en finale du championnat de France, mais on peut tout de même féliciter l'équipe pour sa montée en Ligue 2. Pour refermer ce point basket, l'équipe de National 3 de l'AS Monaco accueillait Sorgues hier soir à Gaston-Médecin, un match particulier pour tous les joueurs de U18 et de National 3 qui avaient choisi d'unir leurs forces pour rendre hommage à leur coéquipier Lorenzo Renou qui a perdu la vie dans un accident de la route le week-end dernier. Écoutez le président de l'AS Monaco Basket Association, Nicolas Chatailly, au micro de Frédéric Elion. C'était surtout important pour les jeunes. Donc si les jeunes ne sortaient pas jouer, on aurait annulé. Je leur ai demandé s'ils avaient envie de jouer. Et ils ont tous sauté sur l'occasion dans le sens on a envie, on veut jouer pour Lorenzo. Et également c'était une demande de leur famille avant-hier quand ils étaient là. Alors on a demandé à tous les joueurs de continuer le basket, de continuer la passion, surtout pour Lorenzo. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous tous. Qu'est-ce qu'il y a de prévu en termes d'hommage ce soir? On le voit derrière vous, bon, les joueurs avec ce t-shirt, mais aussi les joueurs de Sorgues qui ont eu la bonne idée et surtout le superbe geste de faire aussi un t-shirt pour Lorenzo. Effectivement, surtout c'est une surprise pour nous. On ne s'y attendait pas, il ne nous a pas demandé. Donc franchement, on voit cette solidarité locale, nationale. On a eu des messages de tout le monde. Encore un autre club qui demandait si on pouvait faire des t-shirts, si vous pouviez faire des t-shirts pour Lorenzo. On a dit évidemment que oui. On a eu des messages de toute la France. Mais ce que je voulais surtout appuyer et remercier, c'était la réactivité de tout le pays de Monaco. Le Palais Princier, le gouvernement, la mairie, le CHPG, toutes les associations autour de nous, l'éducation nationale, ils ont été réactifs, compréhensifs. Et la cérémonie s'est tellement passée, on va dire, avec un tel respect que ça m'en fait encore quelque chose. Donc voilà, je voulais remercier en tout cas tout Monaco pour ça.
Enfin, un mot de rugby, et malgré une victoire 20-16 au match aller, les Monégasques se sont inclinés à Annecy 42-10 et sont éliminés aux portes des 8e de finale de Fédéral 2. Les joueurs devront patienter encore un an pour espérer une montée en 3e division. Vous l'avez sûrement remarqué, elle ne passe pas inaperçue. La passerelle Fontvieille est installée en principauté. Il aura fallu un convoi exceptionnel divisé en 3 parties pour acheminer l'ouvrage jusqu'à son emplacement avant son installation. Une opération de taille à laquelle Alban Gingembre et Arnaud Imbert ont assisté. 35 mètres de long, 90 tonnes d'acier, la nouvelle passerelle Fontvieille est installée. Située au niveau de l'îlot Pasteur, dans la continuité de la passerelle Wurtemberg, l'ouvrage permettra de relier le parking des Salines, en entrée ouest de la ville, au quartier de Fontvieille et de la Condamine. Une installation exceptionnelle, divisée en 3 tronçons, assemblés un par un. Il va être élingué, c'est-à-dire qu'il va être attaché, il va être soulevé, équilibré, mis à plat. Une fois cette opération réalisée, il va être levé, mis en place sur les palets, les échafaudages que vous voyez en haut. Une opération sensible qui dure toute la nuit avec une quinzaine d'ouvriers et la maîtrise d'engins de taille. Une grue qui est très imposante. C'est une grue qui fait 350 tonnes et qui a un camion roulant de 70 tonnes qui sont vraiment des engins très spécifiques. Ici, le tablier est assemblé. Reste encore quelques opérations avant de pouvoir circuler sur la passerelle. Les ascenseurs vers le quartier de Fontvieille et la passerelle seront accessibles dès le mois de septembre. Il faudra attendre la fin de l'année pour emprunter l'escalier. Pour rappel, cette installation a vocation à assister les déplacements à pied ou à vélo. C'est un rendez-vous stratégique pour l'avenir du tourisme et Monaco en était l'épicentre ce vendredi. Le réseau international Virtuoso, regroupant une centaine d'agences de voyage de luxe, a fait escale en principauté à l'occasion de son symposium annuel. 400 professionnels ont découvert l'excellence monégasque. Léa Dutrouille et Julien Laugier ont pu rencontrer le PDG du réseau ainsi que Sandrine Camia de la direction du tourisme et des congrès. 200 d'entre eux ont participé à un symposium qui s'est tenu sur un bateau de croisière, Crystal Cruise, qui a navigué de Barcelone et qui arrivera à destination finale demain à Marseille et qui nous offre l'opportunité, lors de leur dernière escale, de pouvoir offrir des expériences uniques à ces agents de voyage et de par là même leur montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire pour leurs clients, qui sont des clients exigeants, qui recherchent l'excellence. Et dans l'ensemble, c'est là encore leur montrer que cette destination a beaucoup à offrir. Une destination qui a un calendrier d'événements absolument unique. Ils vont pouvoir toucher du doigt un tout petit peu les préparations du Grand Prix. Mais c'est aussi leur dire que c'est une destination dans laquelle on peut être basé pour découvrir la Côte d'Azur. C'est une destination ouverte toute l'année aussi. Voilà, c'est ce type de message qu'on essaye de faire passer auprès de tous ces agents de voyage très influents. Well, Virtuoso is a luxury and experiential global network, and we align incredibly well with Monaco as a destination because people are looking for things that are sophisticated but yet evolving all the time. The luxury traveler today is always looking to do 2 things, go back to places they love but see it differently and also see new things. So I think that the beauty of Monaco is it has that which is very long-standing, but yet there's a lot of things that are changing here and a lot of things that they're doing, and specifically around not only luxury but around sustainability, which is becoming more important. And so having the Virtuoso Symposium arrive here is very much aligned. These are our absolute best members from around the world, and we love to bring them to destinations to see it firsthand so that they can then share that with their customers. Prenons la direction du Luxembourg, où s'est tenue mercredi la 134e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Les 46 États membres étaient conviés à ce rendez-vous, dont Monaco, représenté par sa ministre des Relations extérieures et de la coopération. Isabelle Béraud-Amadei était en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info depuis le Luxembourg pour évoquer ce déplacement de haute importance. Cette 134e session du comité des ministres a permis entre autres au Conseil de l'Europe de renouveler son soutien à l'Ukraine. Concrètement, comment se traduit-il au travers des décisions annoncées aujourd'hui ?
Eh bien, c'était très important dans le cadre de cette conférence ministérielle du Conseil de l'Europe de réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, ce que nous avons fait évidemment depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Il y a différentes mesures, certaines ont déjà été adoptées, d'autres sont en cours d'adoption. Lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe à Reykjavik, en 2023, avait été adoptée l'idée d'un registre des dommages qui permet aux victimes de la guerre d'agression par la Russie en Ukraine, aux victimes donc de déposer des demandes qui visent à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi. Donc ce registre des dommages est déjà mis en place. Il a réuni actuellement un peu plus de 20 000 demandes. Donc ça, c'est une mesure effective qui résulte donc d'une volonté des autorités des États membres de mettre en place ce registre. Ensuite, des travaux sont en cours et les ministres des Affaires étrangères présents aujourd'hui se sont félicités des avancées d'une commission d'indemnisation qui prendra la suite du registre. Cette session a également une valeur symbolique pour la principauté puisque nous sommes à 1 an de la passation de présidence en faveur de Monaco qui interviendra pour 6 mois à partir de mai 2026. Un sujet qui a été abordé à Luxembourg à l'occasion des rencontres bilatérales. Et visiblement, on est déjà sur des préparatifs avec les instances du Conseil de l'Europe, mais aussi avec la Moldavie qui nous transmettra cette présidence et le Monténégro à qui nous la passerons à notre tour. Alors cette réunion d'aujourd'hui m'a permis également de solliciter des rencontres bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères moldave et mon homologue du Monténégro, puisque vous l'avez dit Théo, effectivement, la Moldavie prendra la présidence juste avant nous. Et ensuite, nous passerons, à l'issue de notre présidence, le bâton, si je puis dire, au Monténégro. Donc, c'était une occasion parfaite pour me réunir avec mes homologues de Moldavie et du Monténégro pour échanger ensemble sur les priorités de nos présidences et dégager peut-être des sujets communs que nous pourrons mettre en avant de façon commune dans le cadre de ces 3 présidences. Prendre la présidence du comité des ministres immédiatement après avoir célébré les 20 ans de l'adhésion de la principauté, c'est quelque chose de symboliquement fort. Comment sont programmées les présidences? Est-ce que c'est là une coïncidence ? Alors en fait, Monaco, vous le savez, est devenu membre du Conseil de l'Europe en 2004. Et lorsque nous sommes devenus membres, c'était les Pays-Bas qui assuraient la présidence. Les présidences se déroulent tous les 6 mois par ordre alphabétique. Donc nous avons dû attendre tout un cycle complet de présidence, c'est-à-dire 22 ans, avant que Monaco ne prenne cette présidence qui débutera le 15 mai 2026. Alors sans déjà en dévoiler trop le programme, quels seront les axes forts qui marqueront la présidence monégasque? Sur quel message la principauté souhaitera insister pendant ces 6 mois? Alors, ce que je souhaite dire, c'est que nous sommes déjà en principauté mobilisés activement pour préparer donc cette présidence, qui sera un moment historique, puisque je viens de le dire, c'est la première fois de son histoire que Monaco assure la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, des départements ministériels mobilisés, un comité de pilotage interministériel qui travaille régulièrement pour élaborer un programme que nous dévoilerons dans un an. Une représentation permanente à Strasbourg très mobilisée, très dynamique, qui travaille activement également. Et donc, nous allons mettre en avant des valeurs qui sont chères à la principauté. Et donc, parmi les priorités de la principauté, le sport, avec l'accueil de la conférence des ministres des sports qui aura lieu à Monaco en novembre 2026, la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection des enfants,
réaffirmer l'attachement de la principauté à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'exécution des arrêts de cette Cour, et un volet également sur la criminalité organisée. Merci beaucoup Isabelle Béroux-Amadei d'avoir accepté cet entretien depuis Luxembourg dans le cadre de la 134e session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe à laquelle vous participez en tant que ministre monégasque des Relations extérieures et de la coopération. Merci beaucoup. Merci beaucoup Théo, bonne soirée. Plus tôt dans la semaine, le prince Albert II s'est rendu dans le sud de l'Italie, à Irsina, sur les traces des Grimaldi et sur le site archéologique de Pompéi. Pour tout savoir sur ce déplacement exceptionnel, l'ambassadeur de Monaco en Italie, Anne Eastwood, était également l'invité de Théo Schumer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien sur notre antenne. Madame l'ambassadeur, ce voyage princier est à la fois une façon pour son Altesse Sérénissime le Prince de rendre hommage à ses prédécesseurs et de se souvenir tout particulièrement de sa mère, la princesse Grace. Tout à fait, comme à chaque déplacement qu'effectue le prince souverain auprès des sites historiques, récemment en France, mais nous avons la chance de le revoir en Italie et particulièrement ici en Basilicate où il s'était déjà rendu, donc dans cette région d'Italie du Sud, il y a 2 ans maintenant, pour aller visiter un certain nombre de fiefs. Il y en avait 2, c'était Monteverde et Ripacandida à l'époque, qui étaient aussi donc des anciens fiefs de la famille Grimaldi. Et aujourd'hui, nous nous trouvons donc à Irsina, une nouvelle commune qui vient d'intégrer l'association italienne des sites historiques. Et comme à chaque déplacement qui nous réserve des merveilles, ce sont de petits endroits, de petits villages, souvent inconnus, souvent d'ailleurs inconnus des Italiens eux-mêmes, mais qui sont toujours spectaculaires en dehors des liens évidemment historiques qu'ils entretiennent avec la dynastie des Grimaldi. Cela fait plusieurs fois maintenant que le souverain vient en Italie, vous l'avez dit, et il a toujours été très bien accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. J'imagine que ça n'a pas changé cette fois. C'est toujours des instants absolument de communion populaire avec à la fois la participation des anciens, parce qu'ils sont souvent nombreux, et comme aujourd'hui des jeunes, des enfants qui viennent participer à ce grand moment qui est toujours la visite du prince souverain, puisque c'est un chef d'État qui se rend dans leur commune, et c'est en dehors je dirais du coup de projecteur que cela amène aux communes elles-mêmes, une occasion de fêter et de renouer ces liens très anciens qui nous unissent à travers l'histoire de la famille Grimaldi. Comment se portent les relations entre Monaco et l'Italie aujourd'hui ? Elle se porte de façon excellente, bien entendu. Nous avons récemment accueilli, il y a tout juste 2 jours, une commission bilatérale italo-monégasque, donc qui entretient ce dialogue que nous avons, évidemment, les ambassades sur place, chacune l'ambassade de Monaco en Italie auprès du gouvernement italien et ma collègue ambassadrice de Monaco avec notre propre gouvernement. Mais c'était un moment important de dialogue, et puis je dirais presque historique, parce que la commission ne s'était plus réunie depuis une dizaine d'années. Donc on impulse à nouveau, je dirais, ce dialogue plus régulier au plan politique pour faire avancer également des dossiers importants. Et je crois que ce rapport direct et personnel qu'ont pu avoir les représentants des autorités il y a 2 jours est également important, riche, et sera fructueux pour faire avancer le dialogue et les dossiers. Merci beaucoup Anne Eastwood, ambassadeur de Monaco en Italie, d'avoir répondu à nos quelques questions sur ce déplacement princier. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Est-ce que les animaux empaillés et les squelettes se sont réveillés? Comme dans le célèbre film, de nombreux établissements culturels de la Principauté ont ouvert exceptionnellement leurs portes hier soir à l'occasion de la 21e édition de la Nuit européenne des musées. Gaëtan Lebrun et Hugo Comasa se sont rendus au musée d'anthropologie préhistorique. Voyez le reportage.
Ben Stiller n'était pas présent, lui, au musée, mais les visiteurs ont pu compter sur les guides habituels pour leur faire découvrir cette nouvelle édition de la Nuit des musées. Comme chaque année, de nombreuses animations étaient proposées au public, dont un accès exceptionnel au laboratoire scientifique du musée et plusieurs immersions au cœur de la recherche anthropologique. Le but, c'est de recevoir des familles, les enfants, des adultes. C'est destiné à tous les publics. Nous, notre but, c'est de faire découvrir le patrimoine monégasque, le patrimoine en général aussi, puisque c'est une exposition sur les animaux en ce moment, mais on a plein d'autres choses à voir. Sur notre terrasse, on a tout un tas d'expositions. L'association monégasque de préhistoire organise des conférences qui se passent ici au musée, mais également des fouilles dans lesquelles on accueille des bénévoles, des gens qui ne savent pas faire de l'archéologie, des fouilles et également du post-fouille au laboratoire où on apprend aux gens à devenir des archéologues. Le clou de la visite était bien sûr Mérite, une momie ayant vécu il y a plus de 2000 ans et sortie tout juste pour l'occasion afin de faire découvrir aux curieux tous les secrets de la recherche archéologique. C'est une momie d'une princesse. Malheureusement, on n'a pas pu l'identifier parce que son état n'a pas permis, on n'a pas trouvé de nom, mais on s'est quand même permis de lui donner un nom, c'est Mérite. Et ça veut dire tout simplement l'aimer, ça c'est en langue égyptienne ancienne. La momification en Égypte ancienne, c'était quelque chose donc qui était toujours attaché à la vie. Tout le monde pensait qu'il allait vivre dans un autre monde, donc c'est pour ça qu'on avait toujours tendance à momifier les corps. Et là, on a eu la chance d'avoir une momie qui présente une partie de nos études et une partie donc de la collection du musée. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco accueillera aussi le 15 juin la journée européenne de l'archéologie. Un autre rendez-vous familial, les concerts jeunes publics proposés régulièrement par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Accessible dès 5 ans, le dernier avait lieu mercredi à l'Auditorium Régnier 3. Au programme, 2 contes, le célèbre Pierre et le Loup et l'histoire du pop et de son serviteur Balda, racontés par un comédien et illustrés en live par une dessinatrice sur sable, José Sacré, Clélia Renaud et Thomas Deus. Il était une fois un pop, vous le voyez là, à gauche. Un pop, malheureusement, de peu de cervelle. Je ne sais pas si vous avez des amis comme ça qui ne sont pas très dégourdis. Johan Montpart, comédien et conteur magnifique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Philippe Béran, c'était mercredi 14 mai le concert jeune public à l'Auditorium Régnier 3. Au programme Pierre et le Loup de Prokofiev et l'histoire du pop et de son serviteur Balda d'Alexandre Pouchkine, musique de Dmitri Shostakovich. Comment ça, 3 chiconaudes? Vous savez ce que c'est une chiconaude? Ces concerts jeunes publics ont pour but premier de sensibiliser les enfants à la musique. C'est un plus pour vous ou pas? Oui, oui. Et à manger, tu pourras me donner de l'épeautre. Quand on est acteur, on convoque les émotions, on convoque les climats. Et là, j'ai envie de dire, entre guillemets, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la musique fait tout le travail de l'émotion et nous, on n'a qu'à, en quelque sorte, si vous me passez l'expression, surfer en fait sur ces émotions, essayer de rendre l'histoire la plus claire possible et puis aussi de s'amuser un peu. Puis en plus, je suis beaucoup aidé parce qu'il n'y a pas que la musique. Il y a les dessins de Marina Sosna, dessinatrice, mais dessinatrice sur sable complètement incroyable. C'est vraiment magique ce qu'elle fait. Et là, le diablotin et le lapin s'élancent. Près de 600 enfants et accompagnateurs étaient présents à chacun des 2 concerts. Ils sont restés sages et apparemment séduits par le spectacle. Alors, Paris gagné? Espérons-le. Ils étaient à la place de ces musiciens que nous venons d'apercevoir, mais à une autre époque, dans le cadre du 8e épisode du cycle de conférences organisé par l'association Les Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les mélomanes ont pu rencontrer 2 figures de cet orchestre emblématique, dont la toute première femme engagée. Voyez ce reportage. C'était en 1972 qu'Eliana Brial a intégré le prestigieux orchestre. Originaire de Reims, cette violoncelliste a passé le concours un peu par hasard alors qu'elle se trouvait sur la Côte d'Azur pour un travail d'étudiante. Elle se souvient. C'était que des hommes et de temps en temps quelques épouses des musiciens qui venaient sporadiquement de temps en temps en supplémentaire. Mais le premier contrat, c'est moi qui l'ai obtenu, un contrat tous les 3 ans. Pendant une quinzaine d'années, ça a été une belle vie, un beau destin.
Vraiment, j'ai été privilégiée. Mais je continue à jouer tous les jours, c'est un besoin absolu. C'est une excellente thérapie, la musique. On oublie tout pendant qu'on joue. Animée par le musicologue André Perreigne, la conférence a également mis en lumière Philippe Bender, qui fut flûtiste pour l'OPMC de 1963 à 1976, anciennement appelé l'Orchestre de l'Opéra. Poussé par le chef d'orchestre Paul Perret, le musicien s'est orienté vers la direction d'orchestre et a décroché à New York la plus haute récompense dans sa profession. J'ai eu le premier prix et la médaille d'or du concours Mitropoulos. J'ai été engagé chef assistant de Leonard Bernstein au New York Philharmonic. Et donc, pour moi, c'était super important, quoi. Je pense que c'était le plus important concours de direction d'orchestre. Et avant, j'avais eu un prix à Besançon aussi. Maintenant, j'ai 83 ans et donc je suis invité. J'ai plus d'orchestre, je suis plus titulaire. Mais je suis invité J'ai été titulaire dans 7 orchestres différents et je suis invité une fois par an dans chacun de ces orchestres. Ce rendez-vous est le prolongement de ce qui a été montré en images dans l'exposition organisée quelques années plus tôt au Grimaldi Forum à l'occasion du 150e anniversaire de l'orchestre. La fête des mères approche, et oui, c'est déjà dimanche prochain. La mairie a donc réuni ce matin les jeunes volontaires pour un atelier carterie au parc Princesse Antoinette. Le petit groupe a créé des cartes et des marque-pages à partir d'empreintes florales inspirées, vous allez le voir, d'une ancienne technique japonaise. Théo Schumer sur des images d'Arnaud Imbert. Il est parfois difficile de trouver des idées de cadeaux pour la fête des mères, mais cet atelier a trouvé la parade. Il propose de confectionner une carte, certes classique, mais d'une manière originale, avec une technique de peinture japonaise. C'est une technique ancestrale qui s'appelle le tatakizome. Donc c'est de l'empreinte florale. On peut le faire soit sur du papier, soit sur du tissu. Le principe est simple, on choisit ces pétales que l'on presse à l'aide d'une cuillère pour en extraire les pigments qui vont colorer le papier avec la forme de la feuille, à la manière d'une aquarelle. Sierra en a choisi plusieurs. Qu'est-ce que tu as choisi comme fleurs? Les marguerites africaines et les pélargoniens. Une fois les feuilles choisies, il faut de l'inspiration. Et là, le mieux, c'est parfois juste d'improviser comme Mila. À quoi ça va ressembler après? Je sais pas. Tu sais pas? Tu fais au fur et à mesure, tu vois si ça te plaît, tu continues, c'est ça? Oui. Au bout d'une heure, le résultat est plus que satisfaisant. L'improvisation a fait son œuvre. Maman va être contente. C'est certain. Pour protéger cette nature qui nous offre de si belles fleurs, un gala de charité était organisé hier soir à l'hôtel Fairmont. Au programme notamment un défilé de mode, une vente aux enchères et une tombola. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association organisatrice de l'événement, Borneo Wildlife Preservation, qui s'est donné une mission: sauver la forêt tropicale et les espèces qui la peuplent, comme les éléphants de Bornéo. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo présentée par Théo Schumer, suivie de votre 19h dimanche sur les secrets d'un bon sommeil. Ne manquez pas demain la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthier a reçu Christian Tornator, le commissaire général de l'étape du Tour de France à Monaco, qui sera également aux manettes pour le grand départ de la Vuelta l'année prochaine. Belle soirée à tous et bonne semaine. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, demain vous allez avoir l'impression de revivre votre dimanche parce que les conditions ne seront pas si différentes. Du soleil le matin, mais des nuages pour l'après-midi. À noter toutefois le retour du vent qui va monter progressivement dès la mi-journée, signe que la météo ne s'améliorera pas pour le reste de la semaine. D'ailleurs, demain soir, les premières averses pourraient faire leur apparition. Pour ce qui est des températures, là aussi c'est assez déséquilibré, 14 degrés pour demain matin et jusqu'à 21 degrés au plus fort de la journée.
Allez, demain, pensez à souhaiter une bonne fête à nos amis les Yves. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.